what you call an icon living. Start a record label, Misfits just did it. Nylon cover 5 minutes. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Coast to Coast. Aujourd'hui, un épisode assez spécial et pour m'accompagner, j'ai aussi un invité assez spécial. Salut Shai, comment tu vas? Ça va très bien et toi, comment ça va? Bah écoute, super. On a enfin terminé une belle saison NBA, on a pu vivre la draft, là c'est la free agency, c'est n'importe quoi. Donc il y a encore plein d'éléments à couvrir et on suit ça de près. Mais aujourd'hui, je voulais traiter avec toi d'un thème qui nous tient à cœur, nous particulièrement en tant que Français. Et puis c'est un thème qui est énormément traité à la veille, entre guillemets, des Jeux Olympiques. C'est toujours bien de remettre une petite couche. Je voulais qu'on parle de Wemby ensemble. D'où le titre que vous avez vu, Wembiconic. Et en fait, en discutant un petit peu tous les deux, on est parti sur une thématique, c'est: est-ce que Victor Wembanyama est-il déjà une icône de la NBA? Écoute, dans un premier temps, je te propose qu'on définisse un petit peu simplement ce qu'est le terme être une icône, et notamment dans le monde du sport. Je suis allé chercher des éléments de langage assez Ouais. simples. Il y a 5-6 points qui sortent principalement. C'est bien évidemment les performances sportives exceptionnelles. Il va y avoir l'influence culturelle, il va y avoir la durabilité, la personnalité de l'individu, la contribution sociale et toutes les actions sociales qui peuvent en découler, et les moments mémorables. Donc sur cette base de critères, je te propose qu'on lance notre discussion tout de suite. C'est peut-être un peu tôt pour dire que Victor Wembanyama est déjà une icône, mais toi, en ce sens, ces termes-là et vis-à-vis du joueur et des premiers éléments qu'on a pu voir, qu'est-ce que ça t'évoque tout de suite? Alors effectivement, ça peut sembler tôt parce qu'il vient juste d'arriver, qu'il vient de finir sa première saison, mais j'aime assez, je pense que le terme lui convient déjà bien. Il remplit plusieurs des cases et des critères que tu as évoqués. Déjà, ça pourrait presque être un surnom, Wembiconic du coup, parce qu'ils ont cherché un surnom. Moi, les gens savent en général que je suis pas ultra fan du surnom Wemby, que je trouve un peu facile, mais à partir du moment où il l'a adopté, on va partir là-dessus. Je pense que c'est déjà un joueur iconique à certains égards sur le terme, parce qu'il y en a un que tu n'as pas évoqué, mais qui est tout simplement la célébrité. Le fait d'être connu, reconnu, ça, je pense que c'est incontournable. Ça le rend iconique, parce que dans icône, il y a icône, l'image, quoi. Et au niveau de l'image, je pense que, déjà, de par son gabarit, il peut pas se balader dans la rue sans on le reconnaisse pas. Et même si c'était pas un joueur NBA, enfin, même si c'était pas un joueur NBA, il serait identifiable. Il se trouve que c'est un des plus talentueux sur la planète, donc il est iconique en ce sens. Sinon, il remplit déjà quand même pas mal des autres critères. C'est-à-dire que les performances marquantes, c'est sur un petit échantillon, mais elles sont déjà là. Je veux dire, les gens qui ont suivi la NBA ont déjà été marqués par certaines choses qu'elles ont vues et qu'elles avaient peut-être jamais vues avant, de la part d'un joueur de ce profil-là. Il y a l'originalité de son profil, de sa personnalité, tout ça. Ça fait qu'il est déjà un peu, en tout cas, iconique, et qu'il est sur la voie pour être l'un des plus iconiques, et peut-être même le plus iconique à l'avenir en NBA, je pense. En tout cas, voilà. En tout cas, il est très bien parti. Tu peux pas dire tout de suite, tu sais, les termes, ils sont un peu. Tu peux utiliser les termes légende, icône, mythe. C'est toujours un peu joueur générationnel. Les gens aiment bien utiliser des termes pour étiqueter les gens. Lui, iconique, ça me semble pas mal. En tout cas, il est en bonne voie. C'est ça, en fait. Très rapidement, les gens ont voulu le mettre dans une case, comme tu le dis. On tente tout de suite de classifier tel ou tel individu en fonction de son potentiel. Et ce qui a tout de suite été assez flagrant, et Victor, en fait, a connu ça même avant d'arriver en NBA, où les Américains ont très rapidement essayé de se l'approprier, et on comprend pourquoi. C'est quand on a vu au moment, moi, ça me rappelle très rapidement la sortie des Mets avant sa draft, quand ils avaient fait le match à Vegas contre Ouais. Indian Team, là, où tous les joueurs avaient pris la parole, où LeBron lui avait donné pour la première fois ce nom d'alien. Et en fait, c'est en ce sens-là que le terme iconique est très fort, mais on a très vite compris que Victor allait devenir un symbole. Allait devenir quelque chose d'au-delà d'un sportif, allait devenir. En fait, il n'y a même pas de terme pour le définir, parce que nous-mêmes, en tant que fans de basket, on n'arrive même pas à déterminer quel est son plafond, quel est son potentiel, quel est son réel niveau. Alors l'humain, on n'en parle pas, mais il a déjà des beaux accomplissements sportifs, et quand on se dit que finalement sa saison rookie, potentiellement est peut-être sa moins bonne saison en carrière, c'est ça qui est effrayant. Pour redonner quelques données chiffrées,
même si bien évidemment, tout le monde est au courant. Victor, cette année, c'est 71 matchs joués, avec une moyenne de 21,4 points par match, 10,6 rebonds, presque 4 passes, en shootant à 46 et à 32 à 3 points. Sachant qu'en remettant assez rapidement les choses dans leur contexte, on se souvient aussi que Wemby était limité en termes de minutes en début de saison. Mais très rapidement, pour revenir dans ce modèle et dans ce côté symbolique, tout de suite, Victor, je me souviens, la double confrontation contre Phoenix, en fait, a tout de suite marqué les esprits. Toi, comment tu l'as vécu son début de saison, suite à la draft, et globalement, comment tu as, en tant que fan de basket et en tant que, bah, du coup, que rédacteur aussi et que journaliste, comment tu as vécu un petit peu ça? Comment vous avez réussi à vous approprier ça? Parce que finalement, les Américains ont très, très vite posé leurs mains sur Wemby. Il y a il y avait évidemment beaucoup d'excitation parce que ce qu'on avait déjà vu de lui, laissait supposer que ce serait incroyable. Moi, j'avais aussi un peu de stress pour lui parce que j'étais pas serein sur le côté médiatique. Le côté sportif m'inquiétait pas trop parce qu'il allait avoir une pression, mais une pression, plutôt mesurée et dans une franchise qui gère ça plutôt bien et regarde, tu vois, tu parlais de la limitation du temps de jeu. Ils ont mis un peu de temps avant de le laisser, jouer plus d'une vingtaine de minutes. Il était, relativement protégé médiatiquement. Mais pour tous les à côté, j'avais peur parce que, avant d'arriver aux États-Unis, c'était un garçon qui choisissait un peu ses apparitions médiatiques, les médias avec lesquels il s'entretenait. Il avait dit lui-même, il voulait que sa parole soit rare, ne pas être trop, omniprésent et ne pas être trop aussi accablé par la pression médiatique. Et là, en NBA, il faut savoir que, surtout en tant que franchise player, bah, après chaque match, parfois même avant, parfois, si c'est retransmis à la télé, même pendant les matchs, tu es obligé de t'astreindre à des apparitions médiatiques, de répondre, et tu peux pas, c'est contractuel quasiment en fait. Tu es obligé d'y répondre, d'être présent. De temps en temps, tu peux esquiver, mais faire ça pendant 82 matchs sur une saison entière, il n'y avait jamais été confronté. Donc j'avais un peu peur de cet aspect-là. Il y a deux, trois fois, Benjamin, avec lequel tu as pu parler récemment, qui a couvert la saison pour nous là-bas, il nous disait que de temps en temps, il le sentait un peu frustré, un peu dans l'envie d'envoyer un peu tout bazarder et de rentrer, digérer son match. Mais en dehors de ces aspects-là qui sont normaux, surtout pour un joueur aussi jeune, je trouve qu'il l'a plutôt bien géré, il a plutôt bien digéré ça et au fur et à mesure, on a vu que le garçon s'épanouir aussi et donc dans le jeu. Et ça, je pense qu'on a tous aimé, tous ceux qui l'ont suivi après chaque match ou semaine par semaine, on a aimé le voir prendre confiance, prendre un peu confiance en ses coéquipiers aussi. Ça n'a pas été facile parce que tout le monde, que ce soit en France ou aux États-Unis, réclamait plus de compétences autour de lui. Et pourquoi Popovic ne fait pas jouer un tel? Pourquoi ils n'essayent pas de faire venir un meneur? Les gens étaient très impatients autour de lui et autour des Spurs. Et ça, je trouve qu'il l'a géré de manière incroyable. Et c'était très appréciable de le voir réussir ce qui était pour moi un gros challenge pour lui. Euh, et malgré des apparitions médiatiques quasi constantes, je trouve que sa parole, elle est restée spontanée et fraîche, ce qui n'était pas évident dans un premier temps. Donc moi, je guettais beaucoup ça, le sportif évidemment, parce que on avait envie de voir ce que ça donnerait contre certains des meilleurs joueurs de la ligue, contre même les équipes lambda. Ça, je pense qu'il a plus que répondu au défi. Et tu le disais aussi tout à l'heure, c'est même certainement sa saison planchée. Il jouera jamais aussi peu normalement en dehors de saison avec des blessures, ce qu'on lui espère pas. Et le fait qu'il ait joué 71 matchs, c'est aussi quelque chose, un signe rassurant en termes de durabilité. Je trouve que ça a été vraiment réussi et très agréable à suivre au quotidien. Et c'est que la saison planchée. Tu parlais du plafond. Tout le monde se demande jusqu'où il peut aller, mais sans être chauvin. Moi, je suis vraiment pas particulièrement chauvin. Je suis très content quand des athlètes français, quand des joueurs français sont draftés. J'aime les suivre sans être chauvin, et les Américains te le disent aussi, le potentiel, c'est quelque chose de jamais vu. Donc, quand on dit potentiel GOAT, c'est pas juste des mots. Potentiellement, ça peut devenir le meilleur joueur ou le joueur le plus complet avec ce profil-là de l'histoire du basket. Je pense. Ouais, alors j'ai eu un petit flash, mais c'est bon, je t'ai Pas de souci. retrouvé. Il y a pas de souci. Ouais, non, mais complètement, complètement. Pour vous donner quelques indications comme ça, et comme tu le dis, pour une saison planchée, je pense qu'on a du mal à réaliser. On n'a pas encore assez digéré, mais Wemby, du coup, pour sa première saison rookie, il est premier au nombre de blocs. 254 blocs sur une saison, sur 71 matchs. Je C'est je sais fou. pas si c'est possible de rationaliser ça, en fait. Tellement on avait des attentes. Et on s'était dit: «Bon, bien évidemment,
après une saison en fait aussi belle, qu'en Pro A avec les Mets où il a pu entre guillemets aller à Roland-Garros, où il y a eu différents événements qui ont été construits finalement autour de lui et autour des Mets. Le rachat de la NBA en fait de la diffusion des matchs de Boulogne-le-Valois. Toutes ces choses-là en fait, il a su les digérer, il a su les mesurer et ça se retransmet en fait sur le parquet. On sent, moi c'est un terme que tu as utilisé là et qui se sent aussi bien sur le terrain qu'en dehors, c'est le mot maîtrise. Tu as l'impression que tout ce qu'il fait est maîtrisé. Que ce soit sur le terrain, donc quand il s'agit de jouer au basket, quelque chose dont enfin, c'est qui est son entre guillemets, son la chose dans laquelle il excelle, c'est maîtrisé. Il a pas eu ce temps d'adaptation, même quand ses minutes étaient limitées, tu sentais qu'il maîtrisait déjà ce qu'il faisait. Là où beaucoup de joueurs subissent aussi ce qui s'appelle le rookie wall. Moi, j'ai pas vu de rookie Non, wall pour, il l'a pas eu à proprement parler, non, c'est clair. il y a pas eu de enfin, il y a peut-être eu à un moment donné 1 ou 2 matchs où c'était un petit peu plus dur physiquement parce que lui-même le disait en fait. C'est aussi l'apprentissage de savoir enchaîner des matchs, 3-4 matchs par semaine, là où, bah, forcément quand tu es en pro A, c'est 1 à 2 matchs grand maximum, mais il y a pas eu de baisse de régime et c'est aussi toute cette maîtrise médiatique comme tu l'as très bien dit, où il faut apprendre à savoir communiquer pour les Américains, qui est quelque chose de très compliqué, donc déjà la maîtrise de la langue. Quand tu as un joueur français qui arrive et qui parle déjà couramment avec limite un meilleur accent de certains joueurs américains, tu te dis: «Mais qu'est-ce que c'est que ça?» C'est extraordinaire et en fait, toutes ces choses-là, il nous a tellement habitués rapidement, il nous les a tellement offerts sur un plateau que ça n'a fait qu'en fait augmenter, je pense, les attentes qu'on avait autour de lui et ce que je trouve assez fou, c'est qu'il est allé au-delà des attentes. C'est-à-dire que même statistiquement, en termes de qualité de jeu, il nous a sorti, bah, tu vois, je regardais un petit peu, ça me faisait rire, il y a des articles qui sortaient, mais sur sa première saison, il a déjà un match à 40 points, il a déjà un match à 20 rebonds, il a déjà un match à plus de 10 passes, il a 2 triples doubles, il a déjà, 6 interceptions, si je dis pas de bêtises, il a un match à 10 contres, enfin, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs, tout au long de leur carrière, ils n'ont jamais aligné ce genre de statistiques et c'est déjà des Hall of Fame, tu vois? Ouais et tu sais, c'est-à-dire qu'il y a l'impact statistique qui est, bah, du coup, c'est très tangible pour les gens, du coup, qui suivent pas au quotidien, mais ce qui est intangible, sa défense notamment, moi, c'est surtout sa défense qui m'a impressionné. L'aspect, dissuasion, quand c'est un peu décortiqué dans des émissions, télé parfois avec où il y a des arrêts sur image et tout, tu te rends compte à quel point les joueurs choisissent volontairement de le fuir ou de changer leur course parce qu'ils savent qu'il est là. Donc ça se traduit pas par des contres, mais juste la dissuasion, elle est incroyable et même son intelligence de jeu sur le plan défensif. Et là aussi, c'est que le plancher. Et il aura aussi des coéquipiers au bout d'un moment qui soit vont progresser, soit vont arriver avec eux-mêmes à un niveau supérieur. Ça peut être absolument incroyable. Et j'ai presque été plus impressionné par ça, par les intangibles, que par les. Alors les stats sont folles, t'as raison. Enfin, meilleur contreur d'une saison NBA, c'est c'est assez fou. Les points rebonds, tout ça. Enfin oui, c'est dingue. Il a un quadruple double dans les pattes, c'est évident. Enfin, je pense qu'il y arrivera à un moment aussi. Mais c'est presque encore plus les à côté qui m'ont bluffé avec lui. Bah, tu vois, en plus, ce dont tu parles, c'est quantifiable parce que, bon, pour ceux qui nous regardent, il y a ce qui s'appelle en NBA le defensive rating. Ouais. Donc en fait, c'est la quantité de points par possession prise par une équipe à partir du moment où certains joueurs sont sur le parquet. Quand Wemby est sur le parquet, les Spurs n'encaissent que 105,8 points. Et en fait, il est déjà 2e de la ligue. C'est-à-dire que son impact dans une équipe qui a été énormément ciblée défensivement et qui a des vraies lacunes défensives. On en parlait avec Benjamin, lors de notre podcast. Il y a encore beaucoup d'ajustements parce que c'est un groupe qui est jeune. Mais je ne sais pas si on se rend compte qu'en fait, le niveau de dissuasion et tu vois, c'est assez rigolo qu'on tourne cette vidéo aujourd'hui où hier, il y avait le match amical contre la Turquie. Les stats qui sont sortis, encore une fois, J'ai vu ça, ouais. mais c'est alors, encore une fois, il faut rationaliser, ce n'est que la Turquie, d'accord. Mmh. Mais l'impact de Victor Wembanyama, le niveau de dissuasion et ça, en effet, que tu le quantifies pas. Mais en fait, quand tu es un attaquant et que tu vois Victor en face de toi, tu as pas de solution parce que son timing au contre, en plus de faire 2,24 m, son timing au contre est quelque chose de surnaturel. Sa mobilité est quelque chose de surnaturel pour cette taille-là. En fait, c'est ce côté alien dont LeBron parlait, c'est on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça et c'est ce qui pourrait aussi s'apparenter au modèle d'icône parce que pour moi, dans cette définition d'icône, c'est quelqu'un qui
qui sort de ce qu'on a déjà vu. Mmh. Dans les débats du GOAT qu'on a très souvent, bon alors c'est des débats, pour moi qui n'ont un peu ni queue ni tête, mais l'un des critères que pourra potentiellement utiliser Victor à la fin de sa carrière, là où LeBron s'en sert énormément sur quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant, mais en fait Victor, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu auparavant. Ah, Et clairement. ça donne un step, ça donne en fait un élan supplémentaire à la discussion de se dire que là aujourd'hui, quand tu vois un Zach Edey qui est drafté top 10, la seule raison pour laquelle Zach Edey est drafté top 10, c'est parce que c'est un élément qui physiquement pourrait potentiellement s'opposer à Victor. Mmh. Et quand tu te dis déjà que les équipes, après ne serait-ce qu'une année, tentent déjà d'essayer de trouver des ajustements pour répondre à Victor, alors que les Spurs ont terminé pratiquement dernier de l'Ouest, ne sont pas une forte équipe et il faudra encore un peu de temps. Mais c'est ce côté où le mec n'a qu'une saison NBA dans les jambes et tu as l'impression qu'il fait déjà partie des meilleurs joueurs de la ligue. Bah, je pense que c'est alors après on peut réfléchir à où le placer si tu veux, mais il est déjà dans dans les meilleurs joueurs de la ligue parce que, bon, déjà il a été dans le classement, il était très bien placé au classement du meilleur défenseur de l'année, ce qui est prodigieux quand tu vois le classement de son équipe. Mais ce que tu as dit sur le fait que les autres équipes et les autres joueurs se préparent et cherchent des solutions pour le freiner, rien que ça, c'est pareil, ça a aucun sens. Pour un rookie, normalement, les vétérans, alors j'exagère un peu, mais brutalisent les rookies et leur apprennent la vie un peu. Là, tu sens déjà qu'il y a une inquiétude et qu'ils cherchent des solutions pour ça. J'écoute beaucoup de podcasts de joueurs ou d'autres journalistes américains qui invitent des joueurs. Ils sont tous à dire bah moi je ferais plutôt comme ça ou bah je m'attendais pas à ce qu'il soit comme ça quand on l'a affronté. Il y a personne qui a vraiment une stratégie, une solution pour y arriver. Et encore une fois, c'est que le début. Donc c'est là aussi où dans les projections on peut se dire que c'est incroyable, c'est que c'est un joueur qui est impactant des deux côtés du terrain et qui le sera des deux côtés du terrain. Là, on parlait de la défense, mais sur l'attaque aussi, il est théoriquement injouable parce que avec le bagage technique qu'il a, là où il va s'améliorer, parce qu'il n'y a pas eu de rookie wall, mais il y a eu des périodes où il cherchait un peu ses positions, son shoot c'était un peu erratique parfois, un peu précipité. Dire quand il va avec son éthique de travail, la maturité qui va arriver, je veux dire, offensivement aussi, ce sera indéfendable. Il y aura des mix de choses qu'on a vues. Alors lui, on n'a jamais vu ça, mais des mix de Kevin Durant qui shoot par-dessus des mecs, des intérieurs, il est capable aussi d'enfoncer des adversaires à l'intérieur. Il y a tout en fait. C'est la panoplie et c'est la panoplie qui est inédite. En plus du cerveau qui lui aussi est inédit pour la panoplie, ça c'est un autre aspect qui fait qu'on peut être extrêmement confiant pour lui. Ah, c'est évident et puis tu vois, on en parlait aussi avec Benjamin. Moi, je suis très content, en ayant pris un peu de recul parce que c'était il y a quelques jours et ça faisait déjà un moment que je le souhaitais. Mais l'arrivée d'un joueur comme Chris Paul, qui va pas forcément t'apporter beaucoup de minutes sur le terrain. Mais j'ai envie de te dire, dans la timeline des Spurs, c'est pas très grave. Parce que les Spurs n'ont pas besoin d'être compétitifs dès l'année prochaine, même si, attention, hein, il va falloir prendre conscience très rapidement que Victor va vouloir être compétitif dans les 2-3 prochaines années qui viennent. Parce que quand tu as un talent comme ça, et quand on sait à quelle vitesse se développe cette ligue et cette conférence Ouest notamment dans laquelle il est, il va pas vouloir trop tarder à aller chercher des bagues. Mais cette année, et tu l'as très bien dit, Victor, on a vu les lacunes offensives. Mais on a vu aussi les lacunes offensives collectives. C'est-à-dire que Pop a tenté beaucoup de choses avec Sohan à la main, il a vu que ça marchait pas, en remettant Trey Jones en fin de saison, qui était quand même beaucoup plus intéressant et qui le trouvait mieux. Mais globalement, il avait pas forcément un gros passeur et il avait pas forcément de système qui était mis en place pour lui. C'était une année laboratoire, Pop s'en est pas du tout caché et on l'a ressenti sur le terrain. Mais tout de suite, quand tu ramènes un joueur comme Chris Paul, qui est, allez, on pourra lancer les débats si vous voulez, mais qui fait partie des meilleurs passeurs de l'histoire de ce sport. Juste, je me dis que si tu as un Chris Paul qui peut donner ne serait-ce que 20 minutes par match sur le terrain avec Wembanyama, tu vois, hier, encore une fois, on fait référence au match amical contre la Turquie, mais Mmh. les alley-oops où Batum, il envoie la balle un peu n'importe comment en l'air, ou De Colo sur un pick and roll, la balle n'est pas forcément hyper haute, mais en fait, il a des bras tellement longs. Donc, tu te dis qu'avec un meneur qui va en fait chercher à le trouver, qui va très bien l'utiliser aussi sur pick and roll, mais les défenses vont péter un câble. Et puis tu te dis, ok, vas-y, je fais une prise à deux sur pick and roll, je vais essayer de mettre quelqu'un pour le pousser à faire une faute offensive. Pas de souci, le mec va s'ajuster, il va pop. Puis quand tu vois ses pourcentages au shoot et sa progression en shoot en fin de saison, Moi, je pense que c'est, enfin, l'arrivée de Chris Paul, elle est parfaite.
Et je suis même pas si sûr que ça qu'il soit aussi cramé qu'on l'entend ici et là. Il a pas eu de bol avec les blessures, hein, Warriors. C'est pas des blessures, c'est pas forcément des blessures de vieillesse entre guillemets, hein. J'essaie d'être un peu optimiste et de me dire que ce qu'il a fait à OKC il y a 4 ans, c'était il y a 4 ans, hein, c'est long 4 ans. Mais à la base, c'est pas forcément un joueur qui se blesse beaucoup, c'est un joueur qui est fiable quand même et dont le jeu n'est pas le plus explosif ou quoi. Donc je pense qu'il est encore capable d'être performant. Mais ce qu'il a fait à OKC dans un rôle de mentor pour faire progresser des joueurs autour, tout en dépassant un peu les attentes, c'est tout à fait possible qu'il arrive à le refaire. Et même s'il fait que la moitié de ça, en termes de cerveau, encore une fois, c'est un joueur. Avec Wembanyama, ils vont se régaler dans les discussions et l'apprentissage du basket, je pense. C'est absolument parfait. En plus de l'aspect sportif que tu as évoqué, où si on a un Chris Paul même à 50% de ce qu'il a été dans sa splendeur, on va dire, ce sera un bonus énorme. Et ça ne veut pas dire pour autant que les Spurs doivent tout de suite viser les playoffs, parce que bon, t'as Wembanyama et t'as des joueurs qui se développent autour, mais c'est la conférence Ouest, c'est compliqué. Il faut juste continuer à progresser et qu'on voit lui qui s'affirme, Wembanyama, comme effectivement déjà l'un des meilleurs joueurs de la ligue, un joueur contre lequel les adversaires essayent de préparer des choses, et qui deviennent déjà, qui soient sur le chemin du statut d'icône. Je veux dire, le simple fait que tous les adversaires en parlent, tous les journalistes américains en parlent, je veux dire, il est vraiment sur la voie de l'icône. Il n'y a pas, il y a pas à dire, à moins qu'il y ait, on lui souhaite pas, je touche du bois en même temps que je te dis ça, mais qu'il n'y ait pas de blessure, qu'il n'y ait pas de. Sportivement, il n'y aura aucun problème, mentalement, il n'y aura aucun problème. Il n'y a que physiquement que ça peut être un souci, et je pense qu'ils sont assez intelligents pour le gérer. Et lui-même est assez intelligent et assez bien entouré pour se gérer correctement et atteindre ce fameux statut d'icône. Ouais, totalement, totalement. Et puis moi, dans ma définition d'icône, il y a aussi le fait, quand tu es sportif, qui arrive assez fréquemment et qui le devient même pour certains quand ils ont commencé leur carrière, mais il y a ce côté ne pas être clivant, c'est-à-dire faire l'unanimité. On a souvent tendance à le comparer, par exemple, à Kylian Mbappé Mmh. sur l'aspect sportif, où Kylian, sur son début de carrière, c'était la perfection. Ses sorties médiatiques, c'était vraiment l'enfant chouchouté, l'enfant du pays. Tout le monde aimait Kylian, tout le monde voulait voir Kylian. Et en fait, petit à petit, lui aussi s'est rendu compte et a voulu imposer un peu plus son style, a voulu aussi imposer que ça y est, c'était un des meilleurs joueurs du monde et du coup a voulu maîtriser un peu plus ses sorties, a voulu maîtriser un petit peu plus ses placements sportifs, ses placements commerciaux. Victor sera forcément confronté à un moment donné à ça. L'avantage qu'il a, je trouve, c'est que les Américains l'ont déjà adopté. Mmh. Et en fait, le fait d'être validé, ne serait-ce que par la NBA, dans un sport qui est le basket, c'est plus important qu'être validé en France. Donc il aura pas ce côté clivant, comme nous, on peut le retrouver en France pour nos icônes à nous. Il aura pas ce côté clivant où, «Oui, non, mais vous avez vu, il est trop arrogant, il est trop machin». Non, ils adorent ça, les Américains. C'est le symbole même de la NBA, c'est être sûr de soi et prouver derrière sur le terrain. Et en fait, quand on voit ne serait-ce qu'il a fait cette année, moi j'ai aussi ça aussi en tête. Je pense que tu te souviens, c'est cette espèce de forme de trash talking qu'il y avait eu avec Scoot Anderson avant la draft, où Ouais. il disait: «Si je n'étais pas né, Scoot aurait été numéro un». Tout le monde l'attendait, tout le monde voulait voir: «OK, tu as parlé, on va voir vos saisons rookies». Je pense que c'est là, c'est-à-dire que all defensive, first all defensive de la saison, first all rookie avec rookie of the year. Si je dis pas de bêtises, il a 3 ou 4 titres de rookie du mois. Mmh. Il est deuxième à la course du meilleur défenseur de l'année, et tu sens que c'est logique et que les Américains, en fait, ont voulu aussi ça. Ouais. Quand tu vois aussi la publicité, qui a été faite au moment, de où ils lui ont rendu son trophée de rookie de l'année, avec toutes les petites images des anciens joueurs qui apparaissent, les LeBron, les Iverson, tout ça, et tu sens qu'il maîtrise et en même temps il est ému, mais ça aussi c'est iconique, ça aussi c'est légendaire d'avoir autant de personnages, de célébrités qui ont déjà impacté et qui sont déjà des légendes de leur jeu, reconnaître, alors que le mec n'a que 20 ans, il n'a fait qu'une saison en NBA, que c'est déjà un symbole, c'est fort, quoi. C'est un exploit même parce que tu vois les gens en question, c'est-à-dire Shaquille O'Neal, j'ai pu ils ont tous parlé, ils ont tous, participé au truc et même toute l'année, je veux dire, ils s'expriment chacun dans les diverses émissions. Je veux dire, c'est les premiers à, même déjà avec des Américains, à mettre, le pied sur le frein et dire: «Non, non et moi de mon temps, il aurait fait ça, il aurait fait ça». Alors je dis pas qu'il y en a pas un ou 2 qui ont dit de moi qui ont pas dit, qu'ils auraient trouvé le moyen de le freiner, hein, mais globalement, je veux dire l'accueil et la réception a été incroyable pour lui. Enfin, ils sont tous convaincus qu'ils ont un truc invraisemblable devant les yeux et ils aiment aussi, je pense, la personnalité du garçon. Parce que certes, il est très sûr de lui,
mais ça transpire pas l'arrogance et comme tu l'as dit, les Américains aiment ces choses-là. Et tu vois, si on peut faire une comparaison, par exemple, ils ont eu plus de mal et ils ont toujours plus de mal avec Rudy Gobert. Alors, c'est pas un talent générationnel, machin, mais c'est quelqu'un de plus vulnérable dans la transmission de ses émotions. Bah, moi, ce que je respecte infiniment, hein, mais qui est pas arrivé en disant je suis le meilleur, etc. Et les Américains, on le valide moins, ça, déjà, tu vois. Avec Victor, ils aiment son assurance, ils aiment le fait qu'il s'exprime très bien aussi. Ça, c'est, je veux dire, c'est un atout. Et pour revenir à la comparaison avec Mbappé, j'y ai jamais vraiment souscrit sur le plan du hors-terrain, en fait. Parce que, alors, sur le terrain, oui, il y a quelque chose qui est évident parce que c'est des prodiges qui sont attendus très tôt, qui performent très, très tôt. Par contre, Mbappé, en dehors du terrain, sa communication a très vite m'a semblé en tout cas un peu, pas robotisé, mais tu sais, il s'exprimait bien, mais j'ai l'impression que c'est pas comme ça qu'il s'exprimait dans la vie de tous les jours, tu vois? Ouais, que c'était pas naturel. C'est pas naturel, c'est-à-dire que c'était Mmh. très contrôlé. En gros, à 13 ans, il s'est dit, alors, et c'est une forme d'intelligence et de maîtrise aussi, hein, il s'est dit, voilà ce qu'il faudra que je dise, voilà la manière dont je vais devoir m'exprimer, je vais apprendre de l'anglais, de l'espagnol et tout ça. Ce que Victor a fait aussi, hein, mais je le sentais pas très naturel et c'est quand il est devenu un petit peu plus naturel qu'il est devenu un peu plus clivant. Victor, j'ai l'impression que c'est à peu près la personne que tu vois, enfin celle qui répond aux médias, celle Mmh. qui interagit avec les autres joueurs. J'ai l'impression que c'est la personne qu'il est dans la vie et en ça, je trouve que ça diffère un peu. Par contre, ouais, l'aspect, il a les codes du sport américain et de la médiatisation à l'américaine et il sait gérer ça parfaitement aussi, évidemment. Ouais, c'est clair. Après, sur le côté aspect purement médiatique, je pense que ça a été aussi un peu facilité sur le côté, encore une fois, c'est les États-Unis, donc Mmh. ils aiment ça. Tu vois, si Mbappé, je pense, avait voulu, être naturel, avoir ce côté pas arrogant, mais en fait sûr de lui, où en fait il Mmh. sait qu'il est fort. Je sais pas si, tu vois, en France, on sait que c'est pas forcément accepté, mais bon. C'est sûr que sur cet aspect-là, ils n'ont pas entre guillemets «la même facilité de communication», je pense, Ouais. au niveau médiatique. Autre point aussi, qui est sorti récemment, là, ESPN, tu sais, il y a les trophées ESPN, Mmh. qui célèbrent les meilleurs jeunes sportifs et les meilleurs, entre guillemets, «prospects», des sports américains. Si je dis pas de bêtises, ça doit tomber le 11 juillet, mais Victor est en course pour le titre de révélation de l'année. Ouais, il le sera. Je sais pas si tu as les nominés, mais bon, je pense que Alors, si je dis pas de bêtises, il y a une gymnaste et il y a un numéro, je crois un top 10 de NFL qui avait été OK. drafté cette année. Mais globalement, oui, il le sera. Il le sera, on le sait d'ores et déjà et s'il commence déjà à aller chercher des trophées, enfin, c'est là aussi, oui, je pense qu'il va dépasser le monde du sport. C'est ce côté où il va aller chercher des récompenses qui ne sont pas attribuées qu'aux sportifs. Ouais, c'est sûr. Mais tu sais, même en termes de popularité, il transcende déjà le monde du sport parce que les autres athlètes, tu les vois, que ce soit via des tweets ou quand ils viennent, assister au match, ils viennent pour lui, ils savent qui il est, tu vois? Même si c'est pas leur sport de prédilection et je vais même étendre ça jusqu'au grand public. Je veux dire, moi, des gens de mon entourage ou de ma famille qui suivent absolument rien au basket, ils savent qu'il y a un Français qui est en train de cartonner. Ils savent même parfois, dire son nom alors que c'est pas le nom le plus simple. Il y en a qui l'ont vu, je sais enfin, récemment, on m'a dit: «Ah tiens, je l'ai vu, j'ai vu qu'il y avait un Français» parce qu'il a fait un documentaire sur TF1, donc hyper mainstream. Enfin, ça arrive pas souvent ça non plus, donc je pense qu'il a déjà transcendé un peu le monde du sport et ça va faire que continuer. Ça, je veux dire, c'est évident, si en plus avec l'équipe de France, il se passe des choses, plutôt sympathiques, ce qu'on souhaite, ça va être, ça peut très bien devenir le sportif le plus célèbre de France, avec Mbappé évidemment pour l'instant, mais à l'avenir, je pense qu'il peut très bien, faire ce que même Tony Parker qui a réussi sur certaines périodes, hein, lui, bon, c'est un travail différent, un peu plus pionnier. Il a cassé des barrières en termes de notoriété pour un basketteur français. Je pense qu'il peut, aller même encore plus loin que ce qu'a fait Tony, à mon avis. Ouais et je suis content que tu en parles parce que c'était la transition est toute trouvée. On en parlait aussi beaucoup avec Stéphane Misselin quand, Mmh. quand on a eu l'occasion d'échanger ensemble. C'est vrai que Tony a été un peu ce précurseur, mais je pense que entre guillemets, «c'était trop tôt» pour les mentalités françaises Mmh. d'accepter un sport américain, qu'au niveau médiatique, c'était pas aussi assez couvert. Là, aujourd'hui, on se rend compte de tout l'impact médiatique qu'a Wemby et ne serait-ce que dans son sport, en fait. Quand, cette année, on voit que 2 Français sont draftés numéro un, numéro 2, Ouais. qu'il y en a un troisième, sixième, et en fait qu'il y a 4 Français qui sont au premier tour de draft. Même Bilal l'année dernière, Bilal n'aurait jamais été drafté top 10 sans Victor entre guillemets, qui lui a Probablement pas, ouais. permis aussi d'avoir cette couverture médiatique et de montrer son potentiel. Donc il a déjà cet aspect impactant ne serait-ce que sur son sport,
au niveau français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu vois des jeunes dans la rue et pourtant c'est paradoxal parce que c'est pas quelqu'un à qui tu peux forcément, bah, tu peux pas te dire: «Je vais copier Wemby». Parce que C'est clair. physiquement, tu peux pas copier Wemby parce qu'il y a des choses qui sont naturellement, et scientifiquement, tu peux pas l'imiter. Mais par contre, au-delà de ça, tu vois, c'est un peu comme des LeBron, c'est un peu comme des Jordan qui ont des corps de surathlètes, mais qui te poussent à te mettre à un sport. Même si tu sais que tu vas pas pouvoir les modéliser, les copier. Et là, on le sent, franchement, on le voit dans l'opinion globale que le basket est devenu un des sports les plus suivis par les Français. Comme tu le dis aujourd'hui, tu dis Wembanyama à n'importe qui ou Wemby à n'importe qui. Ah oui, je sais, c'est un grand basketteur, c'est machin. Je ne sais pas si, tu vois, au début des années 2000, si tu disais Tony Parker à n'importe qui, à monsieur tout le monde, je sais pas si Ah bah, je peux te le dire, hein, je j'étais là, je peux te dire ouais, que non, hein, c'était non. C'était vraiment pour le coup, pour les puristes ou les gens qui suivaient un peu, parce que la NBA était déjà relativement populaire, mais on n'avait pas les mêmes accès au début des années 2000, tu avais un magazine, par semaine, un match diffusé, sur Canal, c'était plus rare, mais les gens, les fans de sport connaissaient, mais ils connaissaient en surface, quoi. Son histoire a été médiatisée petit à petit, mais c'est pas comme aujourd'hui où vraiment n'importe qui sera tombé sur le documentaire de TF1, ou oui, qui aura suivi un peu les JO parce que c'est quelqu'un qui regarde que le sport lors des Jeux olympiques. Oui, là, je pense que tout le monde, dans la rue, quasiment, pourra savoir qui c'est, alors que pour Tony, c'est un peu différent. Je dis pas qu'il n'était pas connu et reconnu, mais ça a été c'était beaucoup plus discret, évidemment. Et après, sur la différence de popularité, Tony avait déjà une personnalité comme ça très tôt. Là, aujourd'hui, enfin, je ne sais pas si tu es d'accord, hein, mais c'est quelqu'un d'encore assez clivant, parce que des Français lui reprochent le côté très américain, très entrepreneur. Alors, il y en a qui diront de l'arrogance, d'autres de l'assurance, tout ça, que ce soit dans le business ou même sur sa fin de carrière, peu importe. Euh, c'est quelque chose qui est apparu relativement tôt dans sa carrière quand même, après les premiers succès, et qui l'a déjà rendu un peu clivant. À l'époque, il était même dans les Guignols de l'info, il avait sa marionnette où ils en faisaient un mec ouais, un peu sûr de lui aussi. Donc, non, il n'était pas aussi populaire dans tous les sens du terme, pas aussi connu et reconnu et pas aussi apprécié que ce qu'est pour l'instant Wembanyama. Ça peut encore changer, hein. Tu vois, Mbappé, si c'était l'exemple d'Mbappé, au début, c'était la petite merveille. Tout le monde adorait, on disait ah, incroyable. Et en plus, il s'exprime bien et tout ça. Puis il suffit de deux, trois trucs pour que ça change. Mais pour l'instant, on n'est pas parti pour ça avec lui, hein. non, c'est sûr et oui, Tipeee reste clivant en France et même au niveau sportif pour ceux qui suivent la Pro A, même Tipeee est même clivant à ce niveau-là parce que Mhm. tout le monde n'est pas forcément très content de ce qu'il fait avec Lyon et Ouais. pourtant, tu vois, c'est encore une équipe qui ira en Euroleague l'année prochaine donc Mhm. écoute, ça c'est chacun peut se permettre de dire ce qu'il pense. Moi, je reste persuadé que Tony Parker reste quand même un précurseur et que sans lui, la France n'aurait pas la même vision du basket. Ah, c'est sûr et certain. Donc je pense qu'il faut quand même le remercier même si tout n'est pas parfait et tout beau, tout rose. Bah, écoute, je te propose d'enchaîner sur, là on a pas mal parlé de l'aspect sportif. Ouais. Dans le modèle aussi d'une icône, il y a aussi l'aspect extrasportif. La symbolique, le côté aussi très commercial. Là, on sait que Wemby va signer, va notamment, avoir sa première signature shoe avec Nike dans les mois, qui devraient venir. Ils ont déjà sorti le logo, on a vu les campagnes commerciales. Incroyable, elles sont top d'ailleurs. Enfin, Extraordinaire. moi qui suis très fan des trucs un peu sobres, le coup dans le champ avec le mec, le fan qui était comme ça avec la tête hallucinée et le logo au fond, c'est génial. C'est fabuleux et on le sent, donc là, on parle Nike. On sait que Victor, on l'a vu récemment, est devenu aussi ambassadeur Louis Vuitton. Mhm. Donc, au-delà de l'aspect sportif, les marques ont compris que ça allait être un élément de vente hors du commun. Ah bah, On a clairement. Nike et là, Louis Vuitton et d'autres sûrement, tu vois? Mais je pense qu'au niveau commercial, les marques et je pense même au niveau social que les gens vont très vite chercher aussi à se l'approprier pour l'utiliser. C'est normal, parce que tu peux pas faire meilleur ambassadeur, en fait, parce que tu peux avoir peur. En fait, quand une marque mise sur un athlète, il y a toujours le risque, si c'est quelqu'un de clivant ou si c'est quelqu'un qui a pas sa langue dans sa poche, tu te dis: «Mince, est-ce qu'il va pas se mettre en opposition avec, soit nos valeurs, soit celles qui intéressent notre public?» Enfin, là, tu as un athlète qui a un talent étourdissant et au niveau on en revient à son éloquence et son côté intéressant sans être non plus, sans tenir de propos potentiellement polémiques. C'est un ambassadeur parfait, donc évidemment que les marques vont se jeter dessus, et évidemment que ça va être c'est typiquement, tu vois, quand, voilà, si tu as une marque, tu te dis, bah, le public qu'on vise que ce soit des jeunes
ouais, que ce soit des ados, des jeunes adultes qui veulent pratiquer le basket ou le sport en général, bah, c'est parfait. Tu as envie de faire comme Wembanyama, tu as envie d'être aligné avec ce que lui représente. Tu vois. Même si tu peux pas le copier, tu peux pas t'identifier à Wembanyama sur le plan strictement basket, tu as envie que ce soit le mec qui représente ton pays, alors ta ville, si c'est aux États-Unis, c'est un ambassadeur juste parfait. C'est ça. Ouais, complètement. C'est devenu, presque une marque à lui tout seul, Mhm. comme LeBron est devenu, comme Jordan, en fait, quand on est limite le précurseur de ça. Mhm. On sait que potentiellement, dans quelques années, en fait, il y aura la marque Wemby, potentiellement, parce que les Américains aiment bien ce nom, mais je serais pas du tout choqué. Et puis, au-delà de l'aspect commercial, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui nous a tous marqués, entre guillemets, nous qui sommes fans de NBA et qui suivons aussi beaucoup l'actualité sur les réseaux sociaux, c'est tous les comptes, les nouveaux comptes de fans. Là, Ouais. je crois que c'est Wemby Muse qui a été validé Mhm. par StatMuse aux États-Unis, qui est Ouais. un grand compte de statistiques. Il y a le compte de Wemby France qui est dirigé par Flo, à qui je passe un petit coucou, avec qui on parle très souvent. Et on sent que tout ça aussi, ça pousse, et eux poussent en ce sens et arrivent à rapatrier beaucoup de monde avec eux. Et tu vois, là où sur beaucoup de joueurs, il y a beaucoup de critiques. Mhm. On l'a vu pendant les playoffs, tu as Jason Tatum, les gens aimaient critiquer Tatum. Même LeBron, il y a beaucoup de gens qui aiment critiquer Oui. LeBron. On va pas en reparler du contrat qu'il a signé il y a 2 jours, mais ne serait-ce que le contrat qu'il a signé fait que LeBron est un joueur encore plus clivant, parce qu'il y a des gens qui disent: «Oh, il aurait pas dû signer, il met les Lakers en défaut». Moi qui suis fan des Lakers, je peux vous le dire, c'est pas LeBron qui met les Lakers en défaut. Mais, heu, tu sens qu'il y a là aussi une espèce de cohésion globale où, en fait, Wemby, j'ai jamais vu au cours de la saison un commentaire négatif. Ouais, moi non plus, je pense pas, hein, que ce soit strictement sportif ou même, ou en dehors et pour l'instant, il fait l'unanimité, mais ça c'est en ça que le terme de maîtrise est important parce qu'il sportivement, c'est maîtrisé et ses sorties en termes de communication sont maîtrisées. Faut rendre hommage, je pense, déjà à son entourage et ce que sa famille fait depuis des années parce que c'est extrêmement difficile de résister aux sollicitations, de faire en sorte que, j'ai cherché le terme, je sais pas, ton protégé, ton poulain, ce que tu veux, là, en l'occurrence leur fils, garde la tête froide face aux sollicitations. Ils font un travail exceptionnel là-dessus. Ils l'entourent eux aussi très bien, que ce soit avec les agents, les préparateurs et tout. Et ça fait que pour l'instant, la copie, elle est parfaite, sans être parfaite au sens littéral. Évidemment, il y a des choses où il va encore progresser, mais elle est parfaite dans ce sens-là. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a pas vraiment de critique. Enfin, je sais pas, dans les émissions sur TNT, sur ESPN, j'ai pas vu de segment où les mecs disaient Wembanyama surcoté ou est-ce que c'est vraiment le joueur annoncé. Il y a eu très brièvement avant qu'on le voit, mais le showcase à Las Vegas dont tu parlais tout à l'heure, même à partir de là, déjà, c'était fini en fait. Avant même qu'il ait disputé ses premiers matchs. Alors, il y a peut-être eu un bref match sans après à la Summer League à Vegas où ils ont dit: «Ah ouais, c'était un peu difficile», mais Sur la non, Summer League, ouais, sur la ouais, Summer League. ça a Mais il a mis duré, un match, et c'est oui, ça voilà. aussi la force de Wemby, c'est qu'après ce match de Summer League, comme tu l'as bien dit, hein, il y a eu des premières critiques. Mmh. Le mec a dit, sorti médiatiquement: «Il me fallait un temps d'ajustement». Match d'après, je crois qu'il claque 20 points, il prend 8 ou 9 rebonds, Et puis après fini. les matchs de préparation, c'était bon, les matchs de saison régulière et il faut aussi rappeler, à sa décharge que tout ça, c'est survenu en sortie enfin d'une espèce de cirque, enfin d'événements qui se sont enchaînés avec donc là alors il y a la fin de sa saison en France qu'il fallait quand même gérer, ils sont allés loin. Tu as, l'espèce d'interrogation autour de sa participation mondiale où dans un premier temps, il avait fait comprendre que oui, il viendrait, puis après il a eu, à mon Mmh. sens, l'excellente idée de pas y aller. Parce que, alors certes, on aurait peut-être fait de meilleures performances au mondial, mais au niveau fatigue mentale, c'était compliqué. Le truc quand il arrive à New York pour la draft, c'est un barnum la draft. Il faut le vivre de près pour voir ce que. Alors déjà, d'un point de vue extérieur, c'est assez fou. Alors quand c'est toi le joueur concerné, l'accueil des gens à l'aéroport et tout ça, toutes les sollicitations, c'est un condensé sur 3 jours, même un peu plus, qui est assez fou. Il y a l'espèce de truc même avec Britney Spears, enfin, tu vois, ça paraît fou, mais ça paraît anodin, mais tu dois gérer, tu as même pas joué encore un match pro en NBA et puis, tu as une des plus grandes stars de la pop, de l'époque, qui essaie d'interagir avec toi. Il y a un incident avec la sécurité, tu dois gérer une mini crise médiatique, et derrière, tu dois jouer au basket avec les attentes que ça implique. Donc tout ça fait que c'est encore plus admirable qu'il ait pas, enfin qu'il ait réussi ne serait-ce que son entame déjà en NBA, c'est fou. Ouais, c'est ça. En fait, il y a pas de fausses notes sur son début de carrière, et
on a beau chercher, et puis honnêtement, c'est pas pour, entre guillemets, aller chercher la petite bête, Mmh. mais en étant objectif, pour le moment, moi, je ne vois pas de fausses notes. Et puis, pour revenir sur l'aspect du terrain, moi, il y a quelque chose qui m'a très vite impressionné, c'est que dès le début, il s'est opposé aux grosses figures, et finalement, en fin de saison, on essaye de ressortir les matchs où les gros joueurs ont fait des gros matchs contre lui. C'est-à-dire que quand Sengun, contre Houston, il Mmh. sort son très gros match là, il sort son meilleur match en Ouais. carrière. C'est-à-dire qu'il a eu on a parlé de Sengun comme personne n'en avait parlé avant, alors qu'il n'a fait ça entre guillemets que contre un rookie. Mmh. C'est fabuleux. On pourrait parler de Victor pendant des heures de toute façon. Moi, je pourrais vraiment, lui jeter des fleurs pendant des heures. Il y a aussi un aspect, moi, que, dans le côté iconique, symbole, moi, quand on me parle d'une icône NBA, Mmh. je vais très vite citer Kareem Abdul-Jabbar. Oui. Je vais très vite citer Bill Russell, qui sont des hommes au-delà, enfin ouais, qui sont des personnalités qui, au-delà de leur sport, se sont tout de suite positionnés sur des débats très touchy aux États-Unis, sur des aspects politiques. Et moi, là, je t'avoue que ce qui m'a plu, c'est la maîtrise, encore une fois, médiatique de Victor sur ce qui se passe en France, sur les élections. Bref, j'ai pas envie d'épiloguer trop sur ce sujet, mais encore une fois, tu sens que l'homme est en pleine possession de ses moyens et maîtrise sa communication. Qu'il y a pas une phrase, il y a pas un mot qui a été cité au-dessus de l'autre. Mais par contre, qu'il a pas peur de montrer et de pousser aussi en son sens et dans sa réflexion, tu vois? Ça reste maîtrisé, mais il a pas peur d'en parler. Ouais, c'est ça. Alors, je sais plus ce qu'il avait dit exactement. Est-ce qu'il avait fait comme Mbappé? C'est-à-dire il avait dit ne il avait appelé à ne pas voter pour les extrêmes, je crois, C'est c'est ça? ça, c'est Alors ça. ça, c'est le seul truc où je sais qu'il y a eu quelques petites remarques parce que, tu sais, bah, en France, il y a le débat de dire: «Est-ce qu'il y a une extrême qui est pire que l'autre? Est-ce qu'il Bien faut sûr. faire barrage au RN et machin?» Alors je sais que là, genre parce que je connais des personnes qui se sont dit: «Bon, genre, on aurait préféré qu'ils prennent plus position que ça», mais déjà, tu l'as dit, c'est pas si simple de prendre position. On parle d'un garçon de 20 ans qui a pas une expérience, dans le domaine politique, très très importante. La différence avec Karim Abdul-Jabbar et Bill Russell qui est au même âge que lui, en fait, ils avaient pas le choix de se positionner ou pas, ils étaient directement concernés par le truc. Bill Russell, il vivait dans un c'était un écosystème raciste à Boston, enfin il était, c'était compliqué. Jabbar aussi, Jabbar, il s'est fait courser par des mecs qui voulaient sa peau, enfin c'est encore c'est une autre dimension, mais je pense qu'il a cette capacité-là à, bah, pour revenir à ce qu'on disait sur le fait de transcender le sport, à être peut-être, oui, impliqué politiquement à un moment. Tu vois, comme, bah, comme LeBron a pu le faire par instant, tu vois, c'est-à-dire qu'on peut lui reprocher plein de trucs, mais au moment où il y a eu des élections et où il y avait un choix qui, du point de vue européen, nous paraît logique entre des ultra-conservateurs racistes et quelque chose qui ressemblerait plus à ce qu'on a en Europe, bah, LeBron, il a participé à des meetings avec Hillary Clinton, il appelait à voter Obama. Bon, euh, ça peut aussi, ne serait-ce qu'être ça et une sorte de, ouais, de modèle pour la jeunesse, juste de ce point de vue-là, tu vois, qu'il y a un standard. On se dit que les jeunes se disent bon, bah, si Wembanyama dit qu'il faut pas voter RN, c'est que peut-être qu'il faut pas voter RN. Tu vois, c'est un peu utopique, mais ne serait-ce que ça aussi, il peut embrasser cette voie-là. Ce sera, je pense, jamais aussi poignant que ce qu'ont vécu Bill Russell et ce qu'ont dû faire Bill Russell et Karim Abdul-Jabbar pour ne citer qu'eux, mais il peut effectivement devenir enfin, quelqu'un qui s'exprime, qui est pas dans le tabou sur les questions politiques, sociétales, sur les luttes qui sont inhérentes aussi au sport américain. C'est obligatoire, ouais. Ouais, et puis même globalement, il ne pourra pas faire comme eux parce qu'il y a aussi un aspect qui est simple, c'est que le sport est un élément politique aux États-Unis. Mmh. Depuis des dizaines d'années. Ça fait partie moi, j'ai aussi le souvenir de la bulle de LeBron, comme tu en as très bien parlé, qui par la suite avait aussi, suivi le mouvement Black Lives Matter, qui Mmh. avait lancé aussi une campagne, pour que Trump ne puisse pas être réélu. Toutes ces choses-là, en effet, Wemby ne pourra pas le faire en France parce qu'on sait les intentions politiques potentiellement des et l'aspect très conservateur français de dire: «Vous êtes sportif, vous êtes entre Mmh. guillemets, des artistes, restez dans votre coin. Nous, on est politiciens, ne venez pas marcher sur le plate-bande». Alors qu'on sait enfin, on le sait pertinemment, et moi, pour le coup, c'est aussi vachement de ma génération. Je le ressens beaucoup. Il n'y a rien d'autre que le sport qui rassemble autant les foules, en fait. On l'a vécu pendant la coupe du monde 2018, les anciennes générations l'avaient vécu pendant le mondial 98. Mmh. Il y a rien d'autre qui rassemble autant les foules que le sport, et quand je vois des hommes comme Mbappé, comme Wemby, qui n'ont déjà pas peur de dire, avec des propos très modérés et très maîtrisés, mais
qui n'ont pas peur de le faire, tu vois? Là où on l'a reproché à beaucoup de joueurs, à beaucoup de sportifs, à beaucoup d'artistes, même si c'est pas grand-chose dans un sens, ils le font quand même. Donc, mmh, déjà, ne serait-ce que de le faire, tu sens que c'est aussi une volonté de sa part de pas faire silence, de pas faire mute, il a conscience qu'il a cette, potentiellement cet impact social sur sa Mmh. génération et sur la jeunesse et bah, écoute, s'il peut y contribuer et avoir un impact positif, enfin, ça ne fera que qu'augmenter et qu'embellir son CV, hein. Il le fera, je pense, parce que sur les longs entretiens qu'il avait pu accorder, même avant d'entrer en NBA, tu sens quand même qu'il est intéressé par ce qui se passe autour, qu'il est pas ce qu'on peut reprocher aux sportifs en général et c'est même pas toujours de leur faute, mais c'est d'être un peu déconnecté, bah, je veux dire si demain, un sportif français, qui vit aux États-Unis, les 3/4 de l'année appelle à voter pour tel ou tel candidat en France, les gens vont lui dire: «Mais qu'est-ce que tu es pas concerné, tu es millionnaire, tu es machin», donc c'est ça ils y peuvent rien, mais par contre il montre je trouve qu'il semble pas déconnecté des réalités et qui s'intéresse à plein de choses, qui sont liées à la vie de tous les jours et ça me semble être plutôt, intéressant et positif pour après si lui, il veut se mouiller socialement et pour parler de la réalité des gens, qui ne sont pas qui ont pas les mêmes qui ont pas forcément la même chance que lui, quoi. Ouais, ce qui me semble très important aussi, et c'est pour moi aussi, c'est une des raisons pour lesquelles les Français les jeunes générations n'ont pas peur d'écouter ce genre d'avis. C'est que encore une fois, la comparaison comme Mbappé, ils ont un amour pour le maillot français et Mmh. la sélection française qui montre aussi que regardez, on va jouer à l'étranger, là Mbappé il va jouer au Real, Wemby c'est devenu limite un produit NBA, mais par contre on ne renie pas du tout l'amour qu'on a pour notre sélection et pour l'amour du maillot. Au contraire, comme Tipeee l'avait très bien fait aussi à une Mmh. époque et comme beaucoup de joueurs français l'ont fait, mais encore une fois, je pense que les mentalités n'étaient pas prêtes. Là, je pense que les mentalités sont peut-être un et les gens sont peut-être un peu plus ouverts à voir ce genre de positionnement et le fait qu'ils soient aussi présents et qu'ils marquent autant leur amour pour le maillot français et pour la sélection, je pense que ça joue. Oui, bah, et puis il a dit, enfin ses rêves, je sais plus, mais je crois qu'il avait dit ce qu'il préférerait, c'était, enfin dans sa carrière, c'était de gagner un titre, Un titre, olympique ou mondial ou mondial, olympique, ouais. voilà, olympique avec les Bleus contre les États-Unis. En plus, il précise bien. Tu sais, ça aussi, ça peut au niveau de sa légende ou de son statut d'icône, s'il arrive à faire partie d'une équipe de France qui bat une équipe américaine du même profil et du même acabit que celles qu'ils vont envoyer là, ce sera peut-être plus le cas après. C'est peut-être la dernière comme ça, hein, qu'on voit des Américains, mais ça contribuera aussi à ce truc-là. Mais tu as raison, il a quand même la fibre, il a la fibre France, tout en connaissant les codes et en ayant, probablement aussi un attrait pour la culture américaine. Sinon, je pense que, il n'aurait pas non plus fait cette carrière-là, mais il est attaché et même la génération actuelle me semble quand même aussi attachée à la sélection au maillot. Ça peut contribuer à faire de lui, ce symbole et cet athlète, référence que les Français, les supporters de sport français, attendent, ouais. Ouais, c'est clair, c'est clair. Je suis tout à fait d'accord. Écoute, on a fait un bon gros point. J'ai encore 2 petites questions à te poser. La dernière, Oui. je me la laisse en suspens et je te mettrai sur le fait accompli, donc je n'en dis pas plus. Toi, dans l'évolution de Wemby, sur tous les sujets dont on a parlé, qu'est-ce qui, selon toi, serait là, tu en as déjà parlé un petit peu, quels seraient les accomplissements potentiels qui feraient de lui une icône sans discussion possible? Alors, si on parle alors il y a les 2 aspects. Il y a l'aspect, NBA et l'aspect équipe de France. Évidemment que s'il décroche une médaille d'or, aux JO, dans le sport français, ce serait rapidement quelque chose d'inédit, hein, forcément et après si on s'en tient à la NBA, bah, gagner des titres avec les Spurs, ou être dans la conversation, là, comme on l'a dit au début, ne serait-ce qu'être dans la conversation à un moment pour être le GOAT, je pense que ça le rendrait, encore plus iconique. Après juste pour être une icône, il a juste à être lui-même, à rester, à faire des Spurs, à refaire des Spurs une franchise incontournable, à battre des records, à réussir des choses qu'on n'a jamais vues avant ou qu'on n'a pas vues depuis très longtemps, type, quadruple double, voilà, se faire un palmarès et être à un moment, sur une période, relativement longue, le meilleur joueur du monde, considéré comme tel, tu vois? Toutes ces choses-là, c'est un je pense que c'est un amas de choses qui ferait qui serait encore plus iconique. Pour moi, il l'est déjà un peu, mais Heu, il y a sur le côté extra sportif aussi, je veux dire si ça marque, si sa chaussure devient une référence aussi, ça y contribue, tu vois? Tout le monde,
Tout le monde parlait des Kobe, des Jordan, des LeBron. Ça contribue à ça aussi. Je pense qu'il y a, ouais, t'es obligé d'avoir des accomplissements basiques du type MVP, titre de champion NBA, mais c'est un tout et il a les capacités pour faire tout ça. Le truc principal pour moi quand même, parce que tout le monde ne peut pas accéder à cette opportunité-là, mais c'est vraiment qu'à un moment on se dise, mais est-ce qu'il serait pas potentiellement le meilleur joueur de tous les temps, tu vois? Si à un moment dans sa carrière on se dit ça, ce sera quand même incroyable. Ce qui est phénoménal, j'ai envie de te dire, c'est qu'on y pense déjà. Bien sûr, C'est c'est ça qui est improbable. effrayant. Là où quand LeBron est arrivé en 2003 dans la ligue et nous a sorti une saison rookie aussi formidable, à la fin de sa saison rookie, on s'est pas forcément dit tout de suite: «Il va être dans la discussion du GOAT». On Mmh. attendait d'en voir plus, on attendait de voir ce qu'il allait faire dans sa carrière et même aujourd'hui, après une carrière, enfin, ça va être compliqué de faire mieux et plus d'accomplissements que LeBron. Il y a toujours des débats, il y a toujours des tensions, il y a où est-ce qu'on classe LeBron? Moi, là, ce qui me choque avec Wemby, c'est qu'à la fin de sa saison rookie, on est déjà en train de se dire: «Bah, en fait, s'il fait ça, 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 bah, il y a moyen qu'il aille chercher tous les mecs devant lui». C'est très possible. Se dire ça alors que le joueur n'a que 20 ou 21 ans et il vient de faire une saison en terminant dans les bas-fonds de la ligue, dans une équipe qui a encore tout à faire, c'est extraordinaire, quoi. C'est extraordinaire. Et pourtant c'est plausible. C'est fou, mais c'est plausible, hein. Il y a énormément de travail et on sait ce que ça implique, tu vois, tu le disais, LeBron, il a 20 un peu plus de 20 ans de carrière, des accomplissements, des records et pourtant, heu, plein de gens dont je fais partie, vont rechigner à te dire: «Ouais, bon, c'est le». Après les tu vois, on peut jouer avec les termes. Il y a Bien même sûr. pour Wembanyama, c'est-à-dire tu peux dire le plus grand, le plus fort, le plus complet. Moi, pour moi, LeBron, c'est le plus complet, mais c'est pas le plus grand, tu vois? Mais et pour Wembanyama, il peut peut-être tout réussir en fait. Il peut peut-être à un moment, faire en sorte qu'on se dise: «Bah, c'est le plus grand» parce qu'il aura, une carrière qui servira de modèle, pour le reste et en même temps le plus fort peut-être parce qu'on n'aura jamais vu quelqu'un qui est aussi dominant en attaque, aussi dominant en défense. Ouais, voilà, c'est tout ce qu'on lui souhaite, mais déjà, je veux dire, c'est un objectif qui est terrible en termes de pression. Enfin, tu te rends compte, on te dit, en gros, si tu es déjà pas, si tu pas dans la conversation pour le GOAT, c'est que tu as échoué, quoi. Mais il a les épaules pour ça, je pense. Et il en est déjà à ce statut-là. Il en est déjà à ce Ouais, statut-là. Donc ouais, c'est évident. Et bah, écoute, je vais te poser la petite dernière question. Celle-là, je te l'avais pas envoyée en amont, mais je le ouais. fais assez souvent sur mes vidéos. Mais on va la transformer. D'habitude, je demande à, entre guillemets, «mes collaborateurs» et les gens qui viennent sur la chaîne de me faire leur top 5 all time. Mmh. Moi, je vais modifier un petit peu cette question et dans la ligue actuelle, quand tu Ouais. connais un petit peu, bah, l'attrait que peuvent avoir les Spurs et allez, on se projette sur une base de on se dit que Wemby sera très compétitif pour le titre dans les 4-5 prochaines années. Mmh. Quel joueur et quel type de joueur tu aimerais voir autour de Wemby pour aller chercher une bague? Ouh. Hem, Déjà, j'aimerais après c'est pareil, c'est sensibilité, personnelle, hein, mais bon, n'étant pas fan des super teams, j'aimerais éviter de voir des rassemblements de stars, où 2 mecs, qui sont des All NBA, first team, se disent: «Bon, bah, allez, on va aller rejoindre Wembanyama parce que c'est notre meilleure chance de gagner le titre». Alors je sais que c'est comme ça que ça se fait, hein, maintenant, on n'y peut pas grand-chose, hein, mais dans l'idéal, je préférerais, des joueurs d'un statut un peu un peu inférieur. Tu vois, par exemple, quand, l'année dernière, beaucoup parlaient d'un profil de joueur qui lui conviendrait, un meneur et tout ça, bah, typiquement un playmaker type, Tyrese Haliburton, j'aime bien, par exemple, tu vois? Je pense qu'avec lui, ce serait bien parce qu'il y aurait une relation, un peu à l'ancienne, un one-two punch avec un meneur très collectif, capable de lâcher, 10-12 passes, par match, plus lui qui est dans un autre registre. Donc comme ça, là, sans y avoir réfléchi, peut-être, ouais, un Tyrese Haliburton et après c'est compliqué, hein. Quelqu'un qui lui permettrait d'autres joueurs qui lui permettraient, parmi les alors faut se mettre à peu près sur la timeline aussi, hein, Ouais. hem et Par pourquoi ouais? par exemple, premier exemple, est-ce Mmh. que un des débats qui va animer, je pense, l'été des Spurs et sûrement les prochains étés, est-ce que tu vois une raquette Swan-Wemby, potentiellement pour aller chercher une bague? Ou est-ce que Swan serait pas forcément le profil qui permettrait aux Spurs parce que Swan est jeune aussi? Ouais, il est jeune, il a du talent, mais pour moi, non, ce sera pas suffisant. OK. Ça peut être un membre de l'effectif par contre, hein, ça peut être il est dans la rotation, il a du talent, il est polyvalent, il va progresser. Je pense pas que ce soit, ouais, je le vois pas devenir, incontournable, all-star, ce que tu veux, je me trompe, peut-être, hein, mais non, non,
peut-être d'autres joueurs, soit qui arrivent, soit qui vont arriver, soit qui sont déjà dans la ligue et qu'il faudra réussir à faire venir. C'est pas simple comme ça, hein, tu vois? Mais, moi vraiment je suis fixé sur un meneur, playmaker, pour qu'on voit ce dont tu as parlé tout à l'heure, des alley-oop faciles, le fait qu'ils se marchent pas sur le terrain, qu'ils se marchent pas, l'un sur l'autre. C'est ce que j'aimerais voir. Après, est-ce que ce sera Liberton? Est-ce que ce sera un autre? Faut trouver. C'est une race un peu en perdition, le meneur playmaker à l'ancienne, tu vois? Donc ce que je dis là est peut-être impossible que ça se réalise, donc Non, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Et c'est en ce sens, de toute façon, que le recrutement de Chris Paul s'est fait. C'est aussi mmh pour entre guillemets, «mettre Wemby dans les meilleures conditions». Et moi, dans le modèle de construction, je pense que je suivrai un petit peu le modèle bostonien, mh. dans le sens où, comme tu le dis, il y a pas forcément besoin de superstar quand tu as déjà un joueur, comme ça. Heu, Tu l'entoures très bien de role players. Moi, je pense qu'il va falloir des bons shooters autour, des profils défensifs un petit peu polyvalents comme son en fait, il lui faudrait enfin, c'est un peu dur à dire, mais ouais, il lui faudrait potentiellement l'effectif bostonien. Moi, tu me Mmh. le mets dans la raquette à Boston, en fait, pour moi, ça devient déjà une équipe, enfin, C'est terminé, ouais. c'est terminé, en fait, tu ne peux Mmh. rien faire. C'est-à-dire que tu as déjà les meilleurs défenseurs extérieurs de la ligue, tu leur rajoutes le meilleur défenseur du monde qui peut te mettre, 20 points en dormant, et quand il s'énerve un peu, c'est plutôt 30. Donc OK, OK. Donc ouais, allez, pour le moment, je valide Tyrese. Et puis de toute façon, on se refera, C'est on aura potentiellement le J'en conviens, c'est pas le truc le plus clinquant, je pense que les gens aimeraient entendre des: «Ouais, mettez-le avec, je sais pas, avec Cooper Flag, avec, tu vois? ouais. Ou Nolan Traoré», parce que pour des gens qui vont être draftés après. Bon, ça peut être marrant si tu veux un truc qui est peut-être pas le plus réaliste, mais si les Spurs arrivent à décider de drafter Traoré, par exemple, bah, dans l'imaginaire, un combo, 1-5 avec, 2 Français qui cartonnent à l'étranger, bien sûr que ça me plairait, tu vois? Ouais, tous les Et jours. voilà. Tous les jours, et pourquoi pas en vrai? Parce que, bah, Mmh. avec la draft prochaine, de toute façon, je pense que Cooper a validé ne serait-ce Ah oui, que non, voilà, il sera numéro 1 de draft, ça, il y a pas de discussion. Nolan, on verra sa saison, mais potentiellement, tu vois, s'il se retrouve top 6-7, je suis pas sûr, encore une fois, que les Spurs terminent 10e cette année, tu vois? Je non, pense ouais. que ce sera plutôt, ça se battra à la limite, tu vas te battre un petit peu pour le play-in, mais quand tu vas avoir le retour de Memphis, la progression Mmh. de Houston, l'Ouest est ultra compétitif, donc pourquoi pas? Après sinon Cooper Flag, hein, quoi, s'ils peuvent drafter Cooper Flag, c'est Non, terminé mais aussi. s'ils ont Cooper Flag, là, C'est un les c'est gens terminé. les gens le connaissent pas encore, mais c'est un bazar le garçon. Mais à la limite, je sais même pas, tu vois? Je sais même pas, parce que du coup, tu aurais 2 joueurs générationnels, 2 super Mmh. talents dans ton équipe, et en termes d'ego, je Ouais, ça me plaît moins, ouais, c'est je vrai. sais pas. Alors que Nolan, enfin, tu vois, il va pas forcément être attendu comme un talent générationnel. Mmh. Il va avoir cette chance d'avoir Wemby pour, bah, tout de suite l'impliquer et avoir le côté, bah, j'ai un Français à côté de moi. Donc ouais, Nolan, ça fit très bien, hein. Ah, Nolan, ça fit très bien, purée. J'aimerais bien, je suis en train de me hyper là. Ouais, ouais, on va se calmer. On va se calmer, sinon on Mmh. va perdre Flo de Wally France aussi Ouais. dans les prochaines minutes. Bon, bah, écoute, en tout cas, c'était un réel plaisir de pouvoir discuter de ce sujet. Franchement, comme je te disais en off, j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler sur cette vidéo et avec toi. Plaisir Donc partagé. donc écoute, on aura peut-être l'opportunité de parler d'autres sujets dans d'autres formats à l'avenir, mais vraiment, je tenais à te remercier, c'était vraiment cool, et puis te souhaiter le meilleur pour la suite. Merci, quand tu veux, hein, je suis dispo quand tu veux pour, refaire ça, c'était top. Eh ben, écoute, c'est parfait. Eh ben, écoutez, on vous souhaite une très bonne journée, on se prépare aussi pour les JO, et puis de très belles choses restent à venir. Yes. What you call an icon living? Start a record label, Misfits just did it. Nylon cover 5